Dans le village, où les femmes tressaient des paniers et les hommes tissaient des pagnes, vivait une petite fille appelée Fatou. Fatou aimait le soleil, le bruit de la rivière et les jeux avec ses amis. Mais il y avait une chose qu'elle n'aimait pas du tout, la forêt noire qui bordait le village. Pour Fatou, la forêt était pleine d'ombres et de bruits étranges. Un jour, sa maman Adja avait besoin de fils d'une couleur spéciale qui ne poussait que de l'autre côté de la forêt. Maman Adja, Fatou, ma chérie, je suis trop occupée à tisser. Pourrais-tu aller chercher les feuilles d'indigo près du grand baobab? Elles sont parfaites aujourd'hui. Fatou, la forêt, maman. Mais il y a des murmures et des yeux qui brillent la nuit. J'ai peur des ombres. La forêt est surtout remplie de silence et de beauté, ma petite. Mais si tu as trop peur, je peux demander au petit Kumba. Fatou ne voulait pas que Kumba fasse le travail à sa place. Elle a pris une profonde inspiration. Fatou a décidé d'y aller, mais d'abord, elle est allée voir le sage Doudou, le vieux tisserand, le meilleur conteur du village. Sage Doudou, j'ai peur de la forêt. Comment faire disparaître les ombres? Les ombres ne disparaissent pas, petite Fatou. Elles font partie de la forêt. Mais il y a un secret. Le baobab chantant qui t'attend connaît la plus belle mélodie. Il chante. Oui, mais il ne chante que pour les enfants qui font 3 choses. Marcher lentement, regarder la terre, 3, dire bonjour aux arbres. Si tu as peur, murmure baobab, chante pour moi. Le sage Doudou lui a donné un petit bâton. Ceci est ton courage. Frappe-le doucement contre les arbres. Ça chassera les mauvaises pensées. À l'orée de la forêt noire, tout était grand et sombre. Elle a serré le petit bâton. Elle a commencé à suivre les conseils du sage Doudou. Elle marchait lentement, doucement, évitant les racines. Elle regardait la terre et a découvert de jolies petites fleurs rouges qu'elle n'avait jamais vues. Elle a frappé son petit bâton contre un tronc. Toc, toc, et a murmuré « Bonjour, mon grand arbre ». Quand elle a fait ça, le vent dans les feuilles n'était plus un murmure effrayant, mais une respiration douce. Les ombres des branches n'étaient plus des monstres, mais des formes amusantes de singes et d'oiseaux. Elle a même croisé une petite biche qui la regardait calmement. Fatou s'est dit « C'est une belle forêt en fait ». Baobab, On va marcher jusqu'à une belle clairière ensoleillée. Au milieu se dressait le baobab chantant, immense et majestueux. Elle a trouvé les feuilles d'indigo d'un bleu profond. Elle les a cueillies et les a mises dans son petit panier. Baobab, chante pour moi. Elle n'a pas entendu de voix, mais... Oh, un son merveilleux a commencé à se faire entendre. C'était le vent qui passait par les trous naturels dans les branches du baobab. Ce n'était pas un chant de voix, mais un chant de la nature. Le vent faisait oh comme une flûte géante. Assouri, elle n'avait plus peur du tout. Elle a compris le secret, le courage n'est pas d'avoir peur, mais de marcher malgré la peur. Et la forêt remplie de musique et de cadeaux.
Elle est rentrée au village en courant de joie. Tu es revenu, et avec les plus belles feuilles d'indigo. Oui, maman, j'ai marché avec mon courage, et j'ai même entendu le baobab chantant. Et à partir de ce jour, la petite Fatou n'a plus peur des ombres, car elle savait que le secret pour les faire fuir était le petit bâton du courage et la grande mélodie du vent dans le baobab. Il était une fois, dans un village ancien puis mystérieux. Chaque fois que les villageois y descendaient un seau pour puiser de l'eau, la corde remontait seule, sans le seau. Une fois, 2 fois, 3 fois, le seau disparaissait à chaque tentative. Personne ne comprenait ce mystère. Un jeune homme courageux décida de descendre dans le puits pour comprendre ce qui s'y passait. Mais à une seule condition, que ce soit son frère qui tienne la corde. Les villageois s'étonnèrent. Nous sommes tous là pour t'aider. Pourquoi ton frère en particulier? Il répondit. Je veux seulement qu'il soit parmi vous. Il répondit. Je veux seulement qu'il soit parmi vous. Il descendit dans le puits et découvrit enfin la vérité. Au fond, il y avait un singe qui, à chaque fois qu'un seau descendait, le détachait de la corde, s'en emparait, puis laissait la corde remonter toute seule, vide. Le jeune homme tendit un piège. Il mit le singe dans un seau et l'attacha solidement, puis fit signe à ceux d'en haut de le remonter. Mais en voyant le singe apparaître à l'ouverture du puits, les villageois prirent peur. Ils crurent voir un démon ou une créature maléfique et lâchèrent la corde en fuyant. Tous, sauf un seul, son frère. Il resta accroché à la corde de toutes ses forces et réussit à sauver son frère. La morale. Tu peux être entouré de dizaines de personnes, mais la main la plus sincère et la plus tendre reste celle de ton frère. Accroche-toi à l'amour fraternel dans les épreuves. Ce sont tes frères qui restent quand tout le monde s'en va. Il était une fois dans un village lointain. Aïcha. Il était une fois dans un village africain une petite fille nommée Aïcha. Aïcha était une enfant très douce et aimante qui adorait les animaux et la nature. Un jour, alors qu'elle était en train de jouer dans la cour de sa maison, elle trouva un petit oiseau blessé. Elle le prit dans ses mains et le soigna avec beaucoup d'amour et de tendresse. Le lendemain, l'oiseau était guéri et il commença à chanter une chanson très belle. Aïcha fut surprise et ravie de voir l'oiseau chanter. L'oiseau lui dit: Aïcha, tu m'as sauvé la vie et maintenant je vais te récompenser. Je vais t'apprendre à parler aux animaux. Et l'oiseau enseigna à Aïcha comment communiquer avec les animaux. Aïcha était si heureuse qu'elle partagea son secret avec tous les enfants du village. À partir de ce jour, Aïcha fut connue comme la petite fille qui pouvait parler aux animaux et tout le monde l'aimait. Et l'oiseau continua à chanter sa chanson pour rappeler à Aïcha la magie de la nature et de l'amour. Aïcha, Aïcha,
La petite fille au grand cœur, avec un oiseau blessé, elle a semé le bonheur. Elle a appris à parler, à écouter les chants. Un jour, un grand roi se promenait sur la route. Il portait un sac plein d'argent et est accompagné de son fils. À un moment, son fils demanda: Où allons-nous? Le roi répondit: Nous n'allons pas loin. Il s'arrêta doute et déposa son sac au milieu de la route. L'enfant demanda: Que faisons-nous ici? Le roi répondit: Nous allons attendre ici jusqu'à ce que nous ayons trouvé un homme honnête. J'ai besoin d'un homme honnête pour en faire mon ministre des Finances. Et je crois que cet endroit est indiqué pour en trouver un. Mais il n'y a personne à des kilomètres à la ronde. Le roi rassura: Ne t'en fais pas, quelqu'un finira par passer. L'enfant reprit: Probablement un cultivateur, il sera peut-être honnête, mais il n'aura aucune instruction. Le roi répondit: Pourquoi te tracasses-tu? Il est plus facile d'instruire un homme honnête que de changer le cœur d'un voleur. Maintenant, cachons-nous dans les buissons. L'enfant fit remarquer. Mais tu as laissé l'argent sur la route. Le roi répondit: C'est vrai, nous allons observer depuis les buissons, et nous verrons parmi les passants lesquels sont honnêtes et lesquels ne le sont pas. Après qu'ils se furent cachés, un homme vint à passer. Dès qu'il aperçut le sac d'argent, il s'écria: Quelle chance! Quelqu'un a perdu son argent. Il m'appartient à présent. Il s'empara du sac et voulut s'éloigner. C'est alors que le roi sortit du boisson. Bruit de pas brusque sur terre. À la vue de ce dernier, L'homme devint troublé. le roi lui demanda. Qu'es-tu en train de faire? Tremblant de peur, l'homme bégaya. Je voulais, vous savez, c'est-à-dire, Oui, dit le roi. L'homme sourit faiblement. je voulais juste garder cet argent jusqu'à votre retour. Oh, Fit le roi, incrédule. Je suis de retour. Tu peux partir. l'homme insista. Mon roi, ne pourriez-vous me récompenser pour avoir si bien gardé votre argent? Le roi lui donna une toute petite pièce et lui dit. Si tu l'avais mieux gardé, tu aurais reçu davantage. L'homme s'enfuit en se disant qu'il était très chanceux. Le roi et son fils attendirent. Plusieurs hommes passèrent, tous comme le premier. Il se fait déjà tard, dit le fils. Pouvons-nous rentrer? Une autre personne arrive, répondit le roi. Attendons voir quel sera son comportement. Un homme et sa femme descendaient la route. Quand ils virent le sac, ils furent étonnés. La femme dit: Quelqu'un a perdu son sac. Le mari répliqua: Oui, et s'il reste là, un voleur s'en emparera certainement. Restons ici et surveillons-le jusqu'au retour du propriétaire. La femme dit: Mais tout le monde prétendra que c'est le sien. Le mari reconnut: C'est vrai, cachons-nous dans les buissons.
Et si quelqu'un vient passer avec l'air de chercher quelque chose, nous saurons que c'est lui le propriétaire. Juste à ce moment, le roi sortit des buissons. L'homme s'écria. Le roi. N'aie pas peur, lui dit le roi. Jaffa, suis très content. J'ai trouvé mon nouveau ministre. Moralité, l'honnêteté nous ouvre des portes de la réussite, alors que le mensonge et le vol sont des freins pour une réussite durable. La confiance naît selon les actes. Tom, d'un bonbon, roi Malala, d'un bonbon, fils Malala. Petit Kofi aux yeux brillants, curieux voyageur des vents, il court sous les grands baobabs, son cœur bat au rythme des temps. Il était une fois, dans un village africain, un petit garçon nommé Kofi. Kofi était un enfant curieux et aventureux, qui aimait explorer la brousse et apprendre de nouvelles choses. Un jour, alors qu'il était en train de jouer dans la forêt, il rencontra un vieil homme sage qui s'appelait Baba. Baba lui raconta l'histoire de l'arbre à palabres, qui était un arbre très spécial qui pouvait parler et donner des conseils aux gens. Kofi était très impressionné et demanda à Baba comment il pouvait trouver l'arbre à palabres. Baba lui donna des indications et Kofi partit à la recherche de l'arbre. Après avoir marché longtemps, Kofi trouva enfin l'arbre à palabres. Il s'approcha de l'arbre et lui demanda conseil sur comment être un bon ami. L'arbre à palabres lui répondit: pour être un bon ami, il faut être honnête, respectueux et aimant. Kofi remercia l'arbre à palabres et retourna au village pour partager ce qu'il avait appris avec ses amis. À partir de ce jour, Kofi fut connu comme le plus gentil et le plus honnête des enfants du village, et tout le monde l'aimait. Et l'arbre à palabres continua à donner des conseils aux gens du village pour leur aider à vivre en harmonie et à être de bons amis. Kofi, enfant du village, toi le plus honnête, petit sage, tout le monde t'aime, t'admire, ton sourire fait naître les rires. Il était une fois, dans les règnes du temps ancien, les oiseaux organisèrent un grand festin dans le ciel et invitèrent la tortue. La tortue exprima son inquiétude. Bien qu'honorée, elle n'avait pas d'aile et ne pouvait donc pas voler. Après réflexion, les oiseaux acceptèrent de l'aider. Ils lui ordonnèrent de se tenir avec sa bouche pendant qu'il l'envolait. Le roi des oiseaux lança un avertissement sévère. Ne parle pas en vol, car cela pourrait mener au désastre. Excitée et reconnaissante, la tortue accepta le jour de l'événement. Son aile qui battent, sifflement du vent, les oiseaux l'emportèrent haut dans le ciel. Lors du festin, la tortue fut bien traitée et même nommée présidente de la cérémonie. Elle mangea, but et fut remplie de fierté. Cependant, lors de leur descente sur terre, la tortue, pleine d'excitation et d'arrogance, aperçut quelques-uns de ses anciens amis et oublia l'avertissement. Elle ouvrit la bouche pour se vanter. « Regardez, je peux voler !» Et à cet instant, elle perdit prise sur les oiseaux.
Elle tomba au sol et s'écrasa, brisant sa carapace. Elle demanda de l'aide à l'escargot, qui l'aida gentiment à réparer sa carapace, grâce à sa salive collante. Et c'est pourquoi, selon la légende, la carapace de la tortue semble encore fissurée aujourd'hui. La tortue rêvait d'un festin dans le ciel. Les oiseaux ses ailes. Gali, Pitou et la vieille veuve. Un bienfait n'est jamais perdu. Gali et son ami, le petit chat, se reposent sous le manguier, à côté de la case de la tante Ekassi. Soudain, une inconnue passe par là. Aussitôt, Pitou se réveille et se frotte contre Gali, qui se redresse en sursaut. « Pitié, pitié, s'il vous plaît !» crie l'inconnu. « Je suis la veuve Bella. J'ai faim, j'ai soif, j'ai froid. Pitié. »« D'où viens-tu, grand-mère ?» lui demande Gali. « Je sors de la grotte abandonnée, à côté de la grande forêt. L'orage de la nuit dernière a tout dévasté. Je n'ai plus rien. »« Ma tante est au champ, » lui répond Gali. « Je vais voir si je peux trouver quelque chose pour toi. » Gali, suivi de Pitou, entre dans la cuisine et cherche ce qu'il pourrait donner à Bella. « Voilà quelques provisions, » dit Gali à la veuve, en lui tendant un pot de plantain et une calebasse d'eau fraîche. Bella les prend en souriant. Ravie, la veuve caresse Pitou, puis s'en va en remerciant joyeusement ses deux amis. Quelques jours plus tard, alors qu'il se promenait dans le jardin, Pitou aperçoit une grosse souris sortant du buisson. La souris s'enfuit à toute vitesse. Pitou la poursuit, bien décidé à l'attraper et à la croquer. Il traverse des champs, des rivières et les voilà enfin dans la forêt où il fait déjà sombre. Vite, la souris se cache. Pitou, qui la cherche en fouillant partout, continue de courir à toutes jambes. Tout à coup, il se met à miauler. Le voilà pris dans un piège et miaule de plus en plus fort. Oh là 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 là! Le piège de Zogo, le paysan, a pris un chat, s'écrie la veuve Bella, qui habite la grotte non loin de là. Le pauvre chat continue de miauler. Bella prend une braise de son feu de bois et s'en va au secours du malheureux. En arrivant devant le piège, elle s'écrie: « Mais c'est Pitou, le gentil compagnon de Gali. Que fais-tu ici ?» lui demande-t-elle. « Je poursuivais une souris, » répond Pitou tristement. « Eh bien, je vais te sortir de là, mon pauvre ami. » Prenant alors Pitou dans ses bras, la veuve Bella le porte dans sa grotte. Elle soigne sa patte blessée et lui fait un pansement. « Repose-toi bien, » lui dit-elle. « Dors, et demain, on retournera chez toi. » Le lendemain, Bella arrive dans la case de la tante Ekassi. « Voilà Pitou que je vous ramène, » dit-elle. « Il s'était fait prendre dans un piège à côté de ma grotte. » Sous le regard émerveillé de la tante Ekassi, Bella remet le petit chat à Gali et s'en va en faisant un signe de revoir. « Merci, merci Bella. Pauvre Pitou, il a eu de la chance. » La tortue rêvait d'un festin dans le ciel. Les oiseaux, ses ailes, un pacte solennel. Ne parle jamais, un conseil essentiel, mais l'arrogance murmure un poison éternel. Elle monte, elle plane, reine des vents. Son orgueil grandit, brûle comme un volcan. Oh tortue, pourquoi briser le lien? Ta carapace fissurée porte le témoin. Le ciel t'a donné, la terre t'a repris, et l'escargot a pleuré sous la pluie. Et l'escargot a pleuré sous la pluie. Et l'escargot
sommet des nuages, elle se pavane, regardez-moi voler, sa voix profane. Un cri fend l'air, les plumes s'éloignent, elle tombe, s'écrase, la terre t'émène. L'escargot l'a trouvé, brisé en morceaux. Avec patience, il recoue les mots, mais les cicatrices restent, mémoire du passé, un rappel des mots qu'il ne faut jamais lancer. Oh tortue, pourquoi briser le lien? Ta carapace fissurée porte le témoin. Le ciel t'a donné, la terre t'a repris, et l'escargot a pleuré sous la pluie. Et l'escargot a pleuré sous la pluie. Et l'escargot a pleuré sous la pluie. Sous la pluie. Et l'escargot a pleuré sous la pluie. Et l'escargot a pleuré sous la pluie. Dans la forêt sombre, il marche sans crainte, cherchant le mystère caché dans la terre. Vainqueur du ciel, son père Ozalan devint le maître tout-puissant de l'univers. Au lieu d'en faire profiter ses proches, en délivrant ses frères, il préféra régner seul et les laissa enfermés dans les profondeurs de la terre. Sa mère, en colère, lui prédit sa fin. Toi aussi, mon enfant, tu seras chassé du trône par l'un de tes fils. Craignant que cette prophétie ne se réalise, Ozalan trouva alors, comme son père, un moyen d'éliminer les enfants que lui donnait son épouse Ozo. Chaque fois qu'il en laissait un, il le dévorait. C'est ainsi qu'il engendra, puis absorba 5 nouveau-nés. Leur mère, désespérée, alla trouver les Manja. « Cher aïeux, j'ai besoin de ton aide. Ton fils fait disparaître tous les enfants que je porte. Un 6e vient de naître. C'est un garçon. Aide-moi à le sauver. » « Tu dois être plus rusée que lui, ma fille, lui répondit malicieusement les Manja. Émaillote une pierre dans un linge et donne-lui le tout à la place du bébé. Il ne se méfiera pas et l'avalera tout rond comme les autres. La prophétie de Lemanja ne tarderait donc pas à s'accomplir. Le bébé qu'elle venait de sauver, c'était Sango, le jeune dieu, ravirait bientôt à son père le pouvoir absolu sur le monde. Sango, Sango, sans couronne, marchant dans l'ombre là où personne n'ose défier sa grandeur sacrée. Sango, Sango, prince consacré. Il y a longtemps, le lièvre et la hyène vivaient comme de grands amis. Un jour, le lièvre a persuadé la hyène de faire une terrible erreur. Se séparer de leur mère, la hyène l'a fait à la hâte. Mais le lièvre, très rusé, n'a jeté qu'un lourd hochet dans le fossé, trompant ainsi la hyène. En peu de temps, la hyène découvrit que le lièvre l'avait dupé et qu'il cachait sa mère. La hyène la chercha jusqu'à ce qu'il trouve la vieille lièvre, bien nourrie, dans une cachette. Son sinistre, par vengeance, la hyène la fit disparaître. Ce soir-là, quand le lièvre est revenu, il a appelé sa mère sans relâche. Après avoir cherché, il a trouvé des traces et savait, avec certitude, que son amie la hyène avait causé ce malheur. Le lièvre, accablé par la douleur et la trahison, sentit la rage monter. Il savait qu'il ne pouvait affronter la hyène directement,
Il devait utiliser sa ruse. Quelques jours plus tard, le lièvre alla voir la hyène et lui dit « Mon ami, j'ai réfléchi. Je comprends que ce que nous avons fait était stupide, mais il existe une coutume secrète qui permet d'apaiser les âmes perdues. » Intriguée, la hyène écouta attentivement. Le lièvre lui expliqua qu'elle devait aller au sommet d'une haute montagne, se tenir debout sur une pierre et chanter un ancien chant. Le lièvre ajouta « Si tu le fais correctement, l'âme de ta mère reviendra sous la forme d'une brise chaude qui t'entourera. » La hyène, pleine d'espoir, grimpa la montagne et se plaça sur la pierre, mais ce qu'elle ignorait, c'est que le lièvre avait choisi une pierre instable au bord d'un précipice. Lorsque le vent souffla violemment, la pierre céda à la hyène, tomba dans le vide. Le lièvre, debout au pied de la montagne, murmura « La ruse est une arme puissante, mais elle demande à être maniée avec sagesse. Aujourd'hui, justice a été rendue. » Depuis ce jour, le lièvre et les hyènes ne sont plus jamais devenus amis. On raconte que dans un village, vivait côte à côte un professeur retraité et un riche commerçant. Tous deux avaient planté des fleurs et des plantes dans leurs jardins respectifs. Le professeur, avec patience, arrosait ses plantes avec juste ce qu'il fallait, sans excès. Le commerçant, lui, débordant de moyens et d'attention, arrosait abondamment ses plantes et leur apportait un soin constant. Au fil des jours, les plantes du commerçant semblaient bien plus belles. Elles étaient grandes, vertes et éclatantes. Celles du professeur paraissaient plus simples, mais robustes. Un jour, une violente tempête frappa le village. Des pluies fortes et des vents puissants s'abattirent toute la nuit. Le lendemain matin, les habitants sortirent pour constater les dégâts. Le commerçant découvrit avec stupeur que toutes ses plantes avaient été arrachées et détruites. En revanche, celle du professeur était restée debout, solide, comme si elle n'avait rien subi. Surpris, le commerçant demanda au professeur : « Comment cela se fait-il? Mes plantes étaient mieux entretenues que les tiennes, plus belles aussi, et pourtant, elles n'ont pas résisté. » Le professeur répondit avec un sourire, en leur donnant tout sans effort : « Tu as rendu tes plantes fragiles. Elles n'ont jamais eu besoin de chercher leurs ressources. Moi, en limitant l'eau, j'ai obligé les miennes à étendre profondément leurs racines pour survivre. C'est cette force invisible qui les a sauvées. » Éclair de feu dans la nuit noire, le roi Sango marche sans espoir. Le combat de Sango. L'enfant fut élevé en cachette dans une grotte sur une île de Crète. Ozum avait eu l'idée de confier son éducation aux dieux guerriers qui avaient coutume de danser en entrechoquant leurs armes. Ozum, soucieuse de protéger son fils,
comptait sur le fracas du bronze pour recouvrir les vagissements du bébé. Entouré des nymphes du pays, l'enfant grandit, nourri du lait de la chèvre comme la chèvre amathée et du miel que lui fournissaient les abeilles du mont Kilimandjaro. Cette enfance secrète se déroula harmonieusement sans que Ozala découvrit l'existence de son 6e fils. Devenu grand, Sango songea à détrôner son père, mais il ne pouvait y parvenir tout seul. Il eut alors l'idée de lui faire avaler un breuvage pour l'obliger à recracher les enfants qu'il avait absorbés. L'effet fut foudroyant. Ses frères libérés, Sango put alors se lancer avec eux dans un dur combat contre Ozala et les titans. Après 10 ans de lutte, la guerre se poursuivait toujours. Le Mandja décida de favoriser le camp de Sango en lui révélant le contenu d'une ancienne prophétie. Tu ne pourras jamais venir à bout de l'armée de ton père sans l'aide des cyclopes et des autres géants. Descends dans les profondeurs de la terre où ils sont enfermés. Délivre-les et ils te donneront le tonnerre, l'éclair et la foudre. Sango suivit alors ses conseils et fort de la puissance des cyclopes, des 100 bras et des géants, il réussit à vaincre son père. Comme il avait gagné grâce à son frère et sa sœur, Lekba et Mamiwata. Sango partagea avec eux l'empire sur le monde. L'univers était divisé en 3 régions. Le ciel étoilé et la terre étaient la première, l'océan qui l'entoure la deuxième, et venaient enfin les parties souterraines. Le sort fixa à chacun un royaume. Sango reçut la partie lumineuse et terrestre. Ses armes symbolisaient les forces célestes. À Lekba échut la partie souterraine où vont les morts. Il fut appelé à régner aux enfers sur le peuple des ombres. Mamiwata établit enfin son pouvoir sur tous les éléments liquides, les mers et les fleuves qui sillonnent la terre. Sango le roi, sous les étoiles, Oxala pleure sous les voiles. La loi du ciel, la loi du sang, le destin guide les vaillants. Guide les vaillants. On a la reine du destin, courageuse et forte jusqu'à la fin. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune fille connue sous le nom de Nala. Nala était une enfant très courageuse et déterminée qui rêvait de devenir reine un jour. Mais le royaume était en danger, car un sorcier maléfique avait volé le trône et gouvernait avec cruauté. Nala décida de partir à l'aventure pour récupérer le trône et sauver le royaume. Elle rencontra un guerrier courageux nommé Kofi et un sage vieux homme nommé Babacar qui l'aidèrent dans sa quête. Ensemble, ils affrontèrent de nombreux dangers et surmontèrent des défis difficiles. Ils rencontrèrent des créatures magiques et des bêtes féroces. Mais Nala ne se laissa pas intimider. Finalement, ils arrivèrent au château du sorcier et Nala affronta le sorcier dans un combat épique. Elle utilisa tout son courage et sa détermination pour le vaincre et récupérer le trône. Le royaume fut sauvé et Nala devint la nouvelle reine. Elle gouverna avec sagesse et justice et le royaume prospéra sous son règne. Mais le sorcier maléfique ne fut pas oublié, car il jura de se venger un jour. Et Nala devait toujours rester vigilante pour protéger son royaume. Et c'est ainsi que Nala devint une légende dans le royaume et que son histoire fut racontée de génération en génération. On a la reine du destin, courageuse forte jusqu'à la fin.
Pour ton royaume tu as combattu, et la lumière a vaincu.